Alors, dans cette séquence, nous allons aborder deux sujets de baccalauréat qui se ressemblent très fort sur la thématique comportement et stress. Le premier sujet sur cette thématique comportement et stress, vers une vision intégrée de l'organisme, on va s'intéresser aux réponses de l'organisme face à un stress aigu. C'est un sujet classique. Le sujet nous propose qu'un examinateur appelle un candidat pour un oral de baccalauréat. Cette situation provoque chez l'élève une réaction physiologique face à cet agent stresseur. L'organisme réagit d'abord rapidement en réponse à la situation de stress, puis dans un second temps, un retour à la normale se réalise. Dans ces deux phases, le système nerveux et le système endocrinien, c'est-à-dire hormonal, interagissent. On nous demande d'expliquer comment l'organisme produit des réponses rapides au stress, suivies secondairement à un retour à la normale. Si on analyse ce sujet, on s'intéresse d'abord à la notion de réaction physiologique. Il s'agit ici de l'augmentation, par exemple, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de l'augmentation de la pression artérielle, du débit sanguin ou de l'augmentation du glucose dans le sang. On nous précise que l'organisme réagit d'abord rapidement à ces agents stresseurs. Donc il faudra aborder dans un premier temps la phase d'alarme du stress. Et que dans un deuxième temps, on a un retour à la normale. Il faudra donc aborder dans un premier temps la phase d'alarme qui est liée à la production d'adrénaline, puis la phase de résistance qui est liée à la production de cortisol. Enfin, on abordera le retour à la normale, c'est-à-dire la phase de résilience. Si on revient sur l'analyse du sujet, on nous évoque le système nerveux et le système endocrinien, c'est-à-dire hormonal. On aura donc à montrer ici l'action des agents stresseurs sur le cerveau, en particulier l'hypothalamus, l'amygdale et l'hippocampe. On abordera aussi l'activation du système nerveux orthosympathique pour stimuler la production d'adrénaline au niveau de la glande médullo-surrénale. On abordera le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien qui va donner naissance à la production de cortisol. Et enfin, on montrera le rétrocontrôle qui est exercé par le cortisol sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Le deuxième sujet est le même que le premier. Un détail près, c'est qu'il fournit deux documents sur lesquels on nous demande de nous appuyer obligatoirement. Parfois, il s'agit juste d'un support pour aider le candidat. Ici, il est bien demandé d'intégrer des arguments qui sont issus des documents qui sont proposés. Alors, le premier document, le document 1, correspond au syndrome de Kluver-Bucy. On nous précise que ce syndrome de Kluver-Bucy correspond à un ensemble de symptômes comme la disparition de la peur, une absence de réaction en présence d'un stimulus stressant, ce qui est donc une anomalie. On nous précise qu'il a été décrit par le psychologue Heinrich Kluver et le neurochirurgien Paul Bucy en 1937, suite à l'ablation bilatérale, c'est-à-dire des deux côtés, de la pointe des lobes temporaux du cerveau, incluant notamment l'amygdale, amygdale que nous connaissons. On nous ajoute que ces éléments cliniques sont aussi observés chez l'être humain lors de lésions du cerveau affectant l'amygdale. Ce document va donc nous servir à montrer que l'amygdale est un élément du système nerveux qui est très important dans la gestion et la genèse du stress. Le document 2 est un autoradiogramme ou une autoradiographie de cellules constituant l'hippocampe, c'est-à-dire une partie du système limbique, ici dans un cerveau de singe. Alors on nous précise, et c'est extrêmement important dans ce document, qu'il s'agit d'interactions entre des hormones et le tissu nerveux. Ce que l'on voit sur cet autoradiogramme, c'est l'interaction entre des hormones et des cellules de l'hippocampe, à savoir des neurones. Autrement dit, ça va nous permettre de montrer que les hormones interagissent avec l'activité des cellules nerveuses de l'hippocampe, et on va en particulier l'utiliser dans la phase de résilience. Alors on peut proposer un plan pour ce devoir, qui n'est pas le plan attendu, mais un plan possible parmi d'autres, dans lequel on va aborder dans un premier temps une phase d'alarme du stress qui est la première à se mettre en place. On va aborder l'action des agents stresseurs sur le cerveau, en particulier sur l'hypothalamus, l'amygdale et l'hippocampe, constituant le système limbique.
On va montrer comment est mis en jeu le système nerveux orthosympathique avec stimulation de la glande médullo-surrénale et production d'adrénaline. Enfin, on va montrer les effets physiologiques de cette adrénaline, augmentation des rythmes cardiaques et respiratoires, de la pression artérielle, du débit sanguin et de la libération de glucose dans le sang. On aborde dans un deuxième temps la phase de résistance qui, elle, est liée à l'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. On doit donc montrer comment les neurones de l'hypothalamus vont produire le CRH ou corticolibérine, comment ce CRH au niveau de l'hypophyse va déclencher la production et la libération d'ACTH ou hormones adrénocorticotropes, et comment cette dernière va aller agir au niveau de la glande cortico-surrénale pour stimuler une production de cortisol. On aborde ensuite les effets du cortisol sur la mobilisation du glucose et sa disponibilité dans le sang. Enfin, on aborde le retour à la normale, c'est-à-dire la résilience du système. On va montrer comment s'exerce le rétrocontrôle négatif qui est exercé par le cortisol sur les neurones du système limbique, correspondant à ce qu'on appelle la phase de résilience.